Let's go. Ah, Depuis 3-4 jours, j'ai l'impression d'être folle. Ah bah voilà. Là, je fais des bruits dynamo. Droite, gauche, droite, gauche. Alright, salut Sarah. Salut Steph. Ça va? Ouais, et toi? Bah écoute, là, je suis bien au max depuis ce matin. Et ça tombe bien parce que le sujet d'aujourd'hui est aussi bien max. De quoi on parle dans cet épisode? De compétition. Parce que quand on parle de vente, souvent on parle de compétition. Et on va parler de compétition dans plein de cadres différents, que ce soit en interne, dans une entreprise, entre les commerciaux, que ce soit en externe, c'est-à-dire la compétition avec l'extérieur, la compétition avec soi-même. Et on va essayer de relier un peu tous ces sujets et de voir comment le traiter. Parce que c'est pas un sujet facile. Exactement. La raison pour laquelle on a choisi ce sujet, c'est parce que c'est un sujet qui fait un peu grincer des dents la plupart des gens. Où c'est vrai que c'est hyper clivant et paradoxal. Les gens font un refus de ce mot compétition, du concept de compete, alors qu'on sent qu'on devrait y aller, mais je pense qu'il y a des croyances, il y a des histoires qu'on se raconte, il y a ses propres peurs. Et nous, on s'est dit, comment on peut traiter ce sujet pour donner envie à nos auditeurs de se mettre dans la compète. Parce qu'on pense qu'il y a plein de vertus à se mettre dans la compétition, et ça peut être une force pour t'améliorer, améliorer ta vie et en dériver du kiff et de la performance. Et on se dit comment on peut traiter ce sujet-là pour vous accompagner à ça. Yes. Puis c'est un sujet qui, je trouve, de plus en plus dans les startups, etc., fait l'objet d'un évitement. Ouais. C'est-à-dire que comme on veut surtout pas être trop pushy, etc., on évite complètement ce sujet et du coup, c'est un truc qui disparaît dans les équipes. Ouais. C'est-à-dire on veut surtout pas avoir de compétition et surtout pas avoir ce côté compétition malsaine où les gens se sentent pas bien, etc. Et du coup, on fait tout l'inverse et tout l'inverse, ça peut aussi être mauvais pour la performance. Un sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est la compétition, ça nécessite de bien définir la victoire et aussi de bien définir l'échec. Et je pense que notamment ce que tu disais sur cette culture un peu start-up, pourquoi on évite la compétition, c'est aussi parce que on veut éviter l'échec et les conséquences que ça peut avoir. Et définir le succès, ça veut aussi dire définir ce qui n'est pas le succès et se mettre face à ça. Il y a un truc aussi qui est quand même intéressant, c'est dans le fond, je pense que tout le monde sait que c'est bien pour soi de se mettre de vouloir gagner. Et pourtant, on est tous attelés à faire tout sauf ça. Et donc, je pense qu'on va le voir aussi dans les exemples qu'on va donner et dans ton expérience à toi avec les clients. Mais moi, c'est un truc qui m'intéresse, c'est vraiment la dichotomie quand on parle de gagner avec les gens. C'est genre, bien sûr, je veux gagner et tout. Et les actions sont pas du tout alignées avec ça. Et en fait, quand tu dis tout sauf ça, c'est marrant parce que tout sauf gagner, en fait, c'est pas perdre. Ouais. Tu vois ? En fait, ce n'est pas... Ouais, exactement. Tout sauf gagner, ça veut pas dire perdre parce que... Comme on vient de dire, perdre, ça veut dire que tu as essayé de gagner, mais voilà, tu n'as pas réussi. Alors que si tu n'as même pas essayé de gagner, en fait, tu n'as même pas perdu, tu n'as fait rien. Bon. Et très souvent, en fait, c'est vrai dans toutes nos expériences avec tous les clients, avec tout le monde, il y a plus une peur intense de ne pas perdre qu'une envie de gagner. Et ça, on en a déjà parlé, je pense, dans le podcast. Beaucoup, d'ailleurs. On en parle souvent, mais je crois que c'est des messages qui sont importants à dire plusieurs fois, sous plusieurs formes. Ouais, parce que c'est vrai pour tout le monde. Enfin, c'est bête ce que je vais raconter, c'est pas grave. Hier, j'avais une conversation avec une amie sur son travail et le fait qu'elle voulait quitter son travail, mais qu'en fait, comme elle se sent dévalorisée tout le temps, elle a peur de ce qu'elle saurait pas faire ailleurs. Ah, waouh. Tu vois ? Ouais. Et du coup, elle reste dans un truc qui est hyper négatif, qui la dévalorise et qui en fait la grignote. Ouais. Parce qu'elle se dit, mais en fait, si eux, ils me dévalorisent tout le temps, c'est qu'ailleurs, je ne pourrais rien faire de mieux. Oui, je pense qu'il y a ces croyances-là qui sont vachement ancrées dans des choses bêtes, mais aussi des adages comme tu sais ce que tu perds et tu sais pas ce que tu gagnes. Exactement. Tu vois, et ça, c'est un adage quand même français hyper répandu, on l'entend hyper régulièrement. Et ça favorise cette mentalité de peur de perdre, parce que mais je vais perdre ça. Et tu te fermes totalement aux possibilités de penser à qu'est-ce que je pourrais y gagner, à cet inconnu qui se présente à moi. Et tu vois, c'est très vrai dans la vente aussi. Tous les clients, ils ont peur de perdre des deals qu'ils n'ont pas encore gagnés. Ouais.
Ouais. C'est ça qui est ouf. T'as peur de perdre des trucs que tu n'as pas. Ouais. Avoir peur de perdre des choses que t'as déjà, un confort, des acquis, etc. Et tu te dis, je sais pas ce que je peux gagner. À la rigueur, bon, mais perdre des choses que t'as pas, on le voit très souvent en effet dans les deals. Enfin, dans les Très clients. souvent. Et en fait, c'est ça qui les empêche aussi de gagner. Parce que ils vont faire des actions pour ne pas perdre, au lieu de faire des actions pour faire avancer et pour gagner. Ouais. Je peux donner un exemple. Les actions pour ne pas perdre, c'est rappeler une fois de temps en temps, faire un espèce de follow-up, un truc où on dit où ça en est, voilà, et en n'étant pas trop forceur, quoi. Ouais. Enfin, justement, en essayant surtout de ne pas forcer, mais plutôt d'être un peu mou, mais garder le contact, quoi. Alors que l'action pour gagner, ce serait quoi ? Ce serait peut-être de justement faire exploser le truc et faire en sorte que soit ce soit un grand oui, soit ce soit un grand non. Donc par exemple, de dire est-ce qu'il y a des choses qui manquent vraiment ? Parce que s'il n'y a pas de choses qui manquent vraiment, soit on le fait, soit on le fait pas en fait. Je pense que il y a ce truc de pour kiffer la compétition, il faut être à l'aise avec l'idée de gagner et de perdre. Ouais. Et ça, c'est le préambule un peu pour cet épisode. Le prérequis, quoi, c'est de se dire, quand on va parler de compétition, ça veut dire, il faut se dire, c'est quoi la victoire ? C'est quoi l'échec ? Mm-hmm. Et ensuite, tu te mets dans un mode, le mode qui te permet d'atteindre la victoire, c'est le mode compète, quoi. Et je pense que là-dessus, c'est hyper important de se mettre à l'aise et d'essayer de se challenger nous-mêmes sur les barrières qu'on se met avec les idées de gagner. Tu te souviens peut-être quand on avait fait le talk au festival West Web cet été, on avait challengé... Ouais, salut Alex. On avait challengé l'audience, on leur avait demandé qu'est-ce que ça veut dire pour vous gagner, et il y avait eu tout un nuage de mots qui était apparu à l'écran, et c'était souvent écrasé. Ouais, c'était très négatif. Ouais, et en fait, c'était vraiment un jeu à somme nulle, quoi. C'était vraiment genre, il y avait la peur de gagner dans l'audience qui était ressortie plus que l'envie de construire. Donc, je pense que le premier truc à faire, c'est se réconcilier avec cette notion de vouloir gagner. C'est une bonne chose, et ça veut pas forcément dire écraser les autres. Après, il faut être réaliste. En compète, on est souvent contre d'autres personnes quand même. Mais aussi, c'est d'abord, je pense, avant tout, une compète avec soi. Et tant que t'as pas réglé ce truc avec soi, de se dire, est-ce que j'ai envie de gagner ou peur de perdre, comme tu disais ? Est-ce que je sais même ce que ça serait perdre et ce que ça voudrait dire ? Et ensuite, je serais prête à tirer les conséquences des apprentissages de ma défaite et tout. Ça commence par soi. Tu penses à quoi, par exemple ? Tu vois, par exemple, tu parles de ce deal, donc les clients qui ont plutôt peur de perdre un deal qu'envie de le gagner et de ces actions-là. En fait, ça me fait penser que parfois tu préfères être dans un statu quo. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour du recrutement, enfin un peu n'importe quel projet. Parfois, tu préfères le laisser dans les limbes et ça se dissout tout seul que vraiment prendre les actions qui vont trancher le statut, qui vont mettre un point final à la conversation. Nous, on aime bien dire chez Jab, on n'aime pas avoir des questions sans réponse, par exemple. Et ça me fait penser à ce genre de truc où tu débriefes d'un entretien de vente. Je parlais avec un jabber, je sais plus, le mardi dernier. Il me racontait un de ses rendez-vous. Je sais plus pourquoi. Il me dit oui, j'ai demandé son chiffre d'affaires, mais il m'a pas répondu, par exemple, tu vois. Et lui, il était plus dans un cadre de se dire c'est pas grave, je move on et j'ai pas gagné ma réponse, plutôt que de vraiment poser la question. Et je lui ai demandé pourquoi il t'a pas répondu, pourquoi t'as pas, chercher à avoir le chiffre. Et il était en fait c'est pas grave, j'ai continué, j'avais pas envie d'être pushy justement. Et donc en fait ce qui est intéressant aussi dans ce truc de peur de perdre, envie de gagner, c'est t'es plus focus sur les moyens, c'est-à-dire être pushy, refaire les actions, etc., que sur le résultat en lui-même. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté là. C'est très clair. Moi ça me fait penser, j'essaie de penser un peu à toutes les choses qu'on évite en évitant la compétition et toutes les choses du coup qu'on loupe. Parce qu'il y a un évitement volontaire et il y a ce qu'on voit pas qu'on loupe. Tu vois, ce qu'on voit, ce à côté de quoi on passe et qu'on ne voit pas. Et typiquement, dans ce qu'on évite volontairement, il y a ce truc d'être tranché. En fait, on évite le non, on évite la réponse sans appel, quoi. Et je pense qu'il y a ce truc de...
intervient aussi le besoin d'approbation, l'envie de pas faire de vagues, enfin tu vois, ce truc d'être tranché pour moi aujourd'hui, plus culturellement, il y a vraiment... pardon, enfin là je vais vraiment mettre les pieds dans le plat, mais aujourd'hui il faut vraiment être bien pensant quoi. Enfin, oui. Dans les conversations que t'as et tout, tu veux surtout pas déborder, surtout pas faire une impression forte, et les gens pensent pas que faire une impression forte ça peut aussi être positif, et donc faut pas oser, faut pas dépasser du cadre, faut rester dans le process, et je pense que ça témoigne d'un manque de confiance aussi. Ce qui met mal à l'aise les gens avec la compétition, c'est aussi pas avoir confiance que c'est bien de stand out, tu vois. Et ça met aussi, c'est la confiance, mais c'est aussi la capacité à avoir une vraie conversation, à avoir un vrai échange constructif, parce que en fait, dans une conversation, il y a plein de moments où t'es pas d'accord et c'est pas grave. Ouais. On cherche pas à être tout le temps d'accord. Ouais. À la fin, il faut qu'on tombe d'accord pour faire une vente, Ouais. parce qu'il faut trouver un terrain d'entente. Mais je trouve que c'est ça aussi, c'est la peur absolue de ne pas être d'accord, avoir un peu de la friction dans la conversation. C'est ce que j'allais dire. On ne veut pas, en fait, oh avoir non, un excusez-moi. débat. Hop là, pardon, c'est mon réveil. Hop. On ne veut pas avoir de débat. Exactement, et je pense que pour moi, ça rentre dans la même case qui est de vouloir tout le temps être lisse. Et en fait, la conversation lisse, parfaite, tu vois, genre tu déroules le process idéal de vente, hop là, c'est genre parfait, je vais d'étape en étape et je coche mes cases. Mais en fait, c'est pas ça à la vente, c'est pas ça la vie. Et la compétition, bah, c'est justement, pour moi, comment tu franchis ces étapes de friction qui vont se présenter. Et c'est un truc vachement positif. Et ça va te challenger toi, ton interlocuteur, ça va remettre en question plein de trucs. Et vraiment fuir cet aspect compétitif, c'est fuir les aspérités qui te font grandir dans la vie. Et je crois que ça, c'est un danger de la société. C'est ça aussi le truc, c'est que fuir la compétition, donc on voit ce qu'on fuit consciemment, c'est-à-dire on fuit qu'il y ait de la friction, on fuit les réponses tranchées, on fuit plein de choses. Mais ce qu'on ne voit pas qu'on perd, c'est notamment la progression. Parce qu'en fait, tu ne peux pas progresser si tu ne perds pas. Ou si tu n'as pas des difficultés, disons. Alors, c'est difficile de progresser quand tout est lisse, quoi. Ouais. Et du coup, tu t'empêches de progresser en voulant tout le temps être dans cette espèce d'entre-deux gentil. Et c'est intéressant ce que tu dis sur perdre. Il faut aussi se mettre dans des situations où tu peux perdre potentiellement. Oui. Et en même temps... Oui, tu construis un truc tout joli pour jamais perdre. Exactement. En fait, tu gagnes jamais non plus. Et voilà, exactement. Et je trouve que ce qui est vraiment cool pour ce sujet, pour rentrer dans un mood de compétition, mais qui soit constructif, il faut être dans cette dualité entre... T'as quand même peur de perdre, dans le sens... T'as une tension. Ouais, t'as pas envie de perdre, quoi. Enfin, tu sais que c'est quand même un peu possible, mais si tu donnes pas ton meilleur, tu vas perdre. Et en même temps, ça sert à rien de te mettre dans... Moi, j'allais dire monter sur le ring, parce que ça me parle perso, mais ça sert à rien de monter sur un ring si tu penses pas de toutes tes tripes que tu peux gagner. Et là, je mets une petite référence, Tyson Fury, donc, qui est un boxeur... complètement hors norme, parce qu'il vient d'une culture de gitans. Donc lui, il vient de la communauté des gitans. Il est gros. Franchement, si vous avez dans la tête le boxeur, athlète et tout, Tyson Fury, il est limite obèse. Maintenant ? Aussi, toujours quand même, il est gros. Ouais. Il était limite obèse, maintenant il est toujours vraiment gros. Enfin, googlez TYSONFURY et vous verrez que c'est pas l'athlète lambda. Et en fait, il a écrit la légende de la boxe poids lourd. Il est vraiment très fort. Je vous passe les détails. Et il a écrit également son autobiographie. Et un truc qui m'a vachement marqué, qui commence le livre, ouais, il est gros, c'est ce truc de, en fait, personne peut croire en toi à ta place. Personne peut croire en toi à ta place. Et donc, si tu penses pas vraiment que tu vas gagner, ne rentre même pas dans une compétition. Ouais. Et en même temps... Oui, c'est là où c'est délétère, en fait. C'est que si tu rentres dans un environnement compétitif alors que tu penses que tu penses pas que tu peux gagner, c'est là où tu vas faire des choses qui créent la mauvaise compétition, quoi. Tu vas fuir aussi, ouais, c'est ça. Tu vas avoir de la jalousie, tu vas faire des actions pour tuer les autres au lieu de gagner toi. Et c'est là où ça crée un climat, justement, dont tout le monde a peur et que tout le monde déteste. Exactement. Quand on parle de compétition. Ouais. C'est cette compétition qui est malsaine, où tout le monde s'entretue, en fait. Ouais. Exactement. Et je pense que si tu pars plutôt de cette posture de te dire mais trop bien, il faut que je croie en moi, ça met tout de suite à un autre niveau aussi. Je trouve que ça élève la barre de ce qu'on veut dire par compétition. Et donc, tu as toujours cette tension, genre c'est sûr que je peux gagner.
et en même temps, j'aurais vraiment pas du tout envie de perdre. Tu vois, genre... Et je crois aussi que... Enfin, j'y pense là tout de suite, mais la compétition, elle marche bien quand c'est un jeu. Dans le sens où, si on est trop premier degré et que c'est trop important, mais sérieux, tu vois, important, sérieux, ça marche pas bien. Et moi, je me suis souvent retrouvée dans ces cas-là où je mets des enjeux hyper élevés, mais vraiment démesurément élevés, où justement tu restes enfermé dans le truc. Ça sur un deal, par exemple, si ou un truc comme ça. Sur un deal, sur en général, tu vois, la vie, quoi. Non, mais... Ah ouais, je vois. Non, mais sur mon travail en général ou des choses comme ça. Et du coup, quand les enjeux sont trop élevés, c'est comme si tu pouvais plus respirer, en fait. Alors que quand c'est un jeu, tu peux gagner, tu peux perdre, mais tu sors du jeu après. Tu vois ? Ouais, c'est intéressant. Tu retournes à la vie normale. Ouais. Il faut pas que ta valeur en tant que personne soit définie par le outcome, enfin le résultat du jeu. Moi, je vais le dire. J'ai très hâte de notre épisode un peu vie pro, vie perso. Je pense que c'est un épisode qui serait génial d'organiser, notamment à cet égard-là, et notamment quand tu as des jobs extrêmement compétitifs, intenses et prenants. J'ai envie de faire un épisode là-dessus qui bouscule aussi un peu les codes vie pro, vie perso, équilibre, etc. Dans le cadre d'un métier aussi intense que la vente, comme on peut faire déjà. Stay tuned. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, ce que je pense aussi, c'est que dans un environnement où tu dois être compétitif et où il y a un peu de compétition entre les gens, faut aussi bien rappeler que c'est un jeu, quoi. Enfin, je suis d'accord. Dans le sens, faire des actions ou organiser des choses qui montrent ou qui rappellent que c'est un jeu. Typiquement, les petits contests dans les boîtes où tu gagnes marrant, des trucs. C'est exactement à ça que j'étais en train de penser. Non, mais chez Google, ils font ça et tout. Ouais. Ou même pour toi-même, tu sais, genre de te dire, si je gagne ça, je vais m'offrir un cadeau. De te rappeler que c'est un jeu. Ouais. Mais un bon jeu, quoi. Un jeu sérieux qui peut avoir des bonnes conséquences, mais quand même. Pour les personnes un peu intense comme toi, et c'est un compliment hein, dans ma bouche. C'est vrai que parfois, il faut se sortir un peu de la matrice. Moi, bon, tu parles à la personne qui pleure quand elle perd un jeu en team building, donc je sais de quoi je parle. Mais il y a ce truc de revenir rapidement. Oui, Sarah rigole beaucoup. Chers auditeurs, on a fait des Olympiades de team building. J'ai pas gagné. Franchement, j'étais vraiment en train de pleurer. Mais après 10 minutes plus tard, c'est bon, j'étais mouvante, j'avais passé à autre chose. Mais je crois qu'il y a une vraie vertu à ça aussi, parce que pour revenir à ce sujet, pourquoi la compétition et pourquoi c'est bien, mais si c'est pas important et que sur le moment tu penses pas que c'est ta vie, en fait tu vas pas gagner non plus. Oui. Mais il faut avoir cette capacité comme un interrupteur de après revenir au vrai truc et dire c'est ça qui est intéressant avec ce truc de jeu, quoi. Faut dire t'es dans le jeu, mais quand t'es dans le jeu, faut que tu penses que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, ouais. Et quand t'es plus dans le jeu, faut que tu penses que c'est un jeu. C'est exactement ça. C'est ça qui est difficile. Et là, je fais une petite dédicace à ma mère. Salut maman, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de toi. Et ma mère et tous les athlètes de haut niveau, mais bon, celle que je connais le mieux, c'est ma mère. Elle a été une championne internationale dans son sport. Et en fait, ce que je trouve trop intéressant en l'observant, c'est sa façon d'être hyper à fond dans le moment, hyper présente quand c'est le moment de la compétition, et c'est le golf, son sport. Donc elle est sur un trou et tu joues contre quelqu'un et tu perds ou tu gagnes le trou. Et t'as 18 trous comme ça, et en fait à la fin, qui a gagné le plus de trous, enfin voilà, je vous passe les détails, mais c'est ça. Et donc elle a perdu le trou, et en fait dès qu'elle commence le trou suivant, on remet les ardoises à zéro en fait, parce que ton enjeu c'est de gagner le prochain trou. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi focus dans le trou focus dans le trou qui est en cours, et en même temps le prochain on dirait qu'il s'était rien passé avant, elle les aime quoi, qu'elle ait perdu ou gagné. Alors gagner, je pense que tu capitalises un peu plus sur le momentum, mais si t'as perdu, ok, c'est pas grave, je me focus sur le suivant. Ouais, c'est très intéressant. Et je pense pour la vente c'est un peu pareil, tes deals c'est comme ça quoi, t'as eu un deal, ça s'est pas bien passé, et après quand t'as fini ta partie, tu débriefes, tu t'améliores, etc. Mais dans le moment, je pense qu'il y a un peu de ça dans la vente aussi. Ouais, très vrai. C'est très vrai. En fait, tu as quand même un bon momentum quand tu as gagné des deals et que ça s'accumule. Et du coup, tu as plus d'énergie et tu utilises l'énergie d'un deal pour un autre. Mais comme tout, quoi. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez dur de mettre derrière un truc que tu as perdu ou que tu as mal réussi ou il s'est passé une merde, quoi. C'est plus difficile de mettre derrière. Mais après, c'est un entraînement, quoi. Ouais, et puis je pense que
petit point que je voulais faire, c'est une bonne transition, c'est ma matinée des transitions, c'est que t'es pas tout seul, particulièrement en vente. Et donc, compétition, on le disait en intro de l'épisode, il y a la compétition contre toi-même, il y a la compétition contre le marché, parfois dans une équipe, s'il y a un peu un leaderboard, un truc, et aussi il y a le côté émulation. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la compétition quand tu fais partie d'une équipe ? C'est vachement cool parce que par rapport à ce que tu dis, parfois tu as perdu un deal, t'es pas tout seul, il y a ta team. Donc tu peux te refaire porter par cette énergie. Ouais. Et quand tu es dans une équipe qui gagne, même si toi tu perds, tu vas move on plus facilement, quoi. Mais c'est ça aussi le Ou une truc équipe qui a la rage, quoi, en tout cas. Mais c'est ça aussi le truc qui est lié au jeu, c'est-à-dire que si tu es dans une équipe qui gagne et que toi tu perds mais que tu sors pas du... Enfin, tu vois, que tu es à fond dedans tout le temps, tu te dis, je suis la loseuse de l'équipe. Voilà, je suis la loseuse de l'équipe. Alors que si tu arrives à te dire... Bon, attends, je sais pas, les autres ils gagnent, qu'est-ce que j'arrive à trouver et à prendre d'eux pour pouvoir continuer à gagner, là ça devient intéressant. Ouais, comment c'est le truc de progresser en fait, parce que si t'évites à tout prix l'échec, pareil, c'est difficile de progresser. Si tu te dis que les échecs c'est une bonne opportunité pour aller apprendre des choses et pour prendre des choses en plus, enfin, tu vois. Ouais. Je suis en train de faire un geste à la caméra. Mais non, mais attraper des choses que tu n'as pas encore, quoi, simplement. Là, ça devient productif, la compétition. Enfin, productif, c'est pas le mot, mais fructueux. Ouais, fructueux, enrichissant. Ouais. Et ça me fait penser, j'ai plus la citation exacte, à Michael Jordan, qui disait un truc du style en fait, tu peux être... je vais la butcher cette citation. Mais l'idée, c'était tout seul, tu peux être un great player, mais en fait, pour gagner plein de championships, il faut une équipe. Enfin, tu vois, il y avait cette idée de... There's only so much that you can do by yourself. C'est-à-dire, tu peux atteindre un certain niveau. Tu ne peux atteindre qu'un certain niveau de performance individuelle. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans le documentaire The Last Dance sur Netflix, que je vous recommande vraiment grandement, même si, comme moi, vous en avez rien à carrer du basket, d'un point de vue leadership, d'un point de vue compétition, d'un point de vue équipe, dépassement de soi, il est extrêmement intéressant ce documentaire parce qu'il y a un moment, à peu près au milieu du doc, où on voit Michael Jordan complètement changer de dimension. Il passe du joueur excellent des Bulls, donc des Chicago Bulls, à comprendre que en fait, s'il veut juste écrire la légende, il va falloir que toute l'équipe suive, quoi. Et je crois que c'est vachement intéressant pour moi, l'exemple de Michael Jordan, de comment est-ce qu'il a transitionné à la compète contre lui-même et juste dans sa tête, quoi. Parce qu'il y a des moments dans le documentaire, c'est hyper intéressant. Il explique qu'il s'est inventé, donc il a créé toute une tornade média autour du fait qu'un mec l'a insulté sur le court. Un match où ils ont perdu. Ouais. Tu vois le truc ? Et en fait, il dit « Ouais, il m'a insulté, le prochain game, je vais le défoncer et tout. » Et là, les médias sont « Waouh » et tout. Après le deuxième game, il défonce et il avoue, non, en fait, c'est un mytho. Je me suis totalement inventé cette histoire pour me pump up tout seul. Quoi. Moi, je trouve ça, c'est compétition ultime. Enfin, c'est génial. Mais il passe de ce joueur pour lui-même à ce joueur pour son équipe. Ouais. Et aussi, tu vois, lui, il s'entraîne plus que tout le monde, il fait plus que tout le monde et tout. Et je trouve qu'un truc qui est intéressant par rapport à l'idée une équipe quand tu es compétitif, c'est que tu peux le faire par l'exemple. Oui, en fait. Et du coup, tu es en compétition avec les autres, c'est vrai, tu veux faire plus que les autres, mais ce que ça a comme impact positif, c'est que ça les emmène avec toi potentiellement. Ça, je trouve ça vachement intéressant comme point parce que Jordan illustre bien ce truc-là de, comme tu le disais, montrer l'exemple. Et c'est intéressant dans le documentaire aussi où on le voit, il est à fond. Et ses coéquipiers qui sont interviewés le détestent tous. Ah ouais. Et en même temps, ils sont là, mais on serait pas là s'il n'y avait pas Jordan aujourd'hui. Enfin, voilà, on n'aurait pas gagné, on serait pas en train de faire des documentaires, je serais pas la personne que je suis devenue et tout. Et c'était vraiment genre, sur le moment, t'es genre, mais je le hais. C'est vraiment ça. Et donc, je trouve que le rôle du leadership, comme tu disais, je pense, il y a ce truc d'exemplarité et aussi vendre le rêve un peu. Ouais. Tu vois, genre, parce que je crois que être compétitif juste pour gagner de match en match et tout, quel intérêt vraiment ? C'est être compétitif pour une vie meilleure, pour une aspiration, pour un rêve, tu vois. C'est ça qui nous dépasse et je trouve que c'est ça qui met le leader dans une position de compétition, émulation pour son équipe. Non, mais vers quoi on va, guys ? Qu'est-ce qui nous excite ? Et c'est ça qu'on dit « Ouais, let's go, let's défoncer tout le monde » parce que t'es animé par ce rêve, quoi. Ouais, tu vois, on était à une conférence chez Conto, là, où il y avait...
où il y avait Tigran. Tigran Sedou, ouais. Où il y avait Tigran, le fondateur de Big Mama. Salut. Et il disait que, en fait, quand tu envoies de l'énergie et quand tu rayonnes, etc., c'est là où les gens vont te suivre. Et en fait, tu peux pas envoyer de l'énergie, rayonner, si t'es pas aligné avec ce que tu cherches. Ouais. Et si t'es pas dans la quête d'un rêve pour toi. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est pas vrai que tu peux être hyper rayonnante, hyper fantastique, quoi, si t'es pas dans un truc qui te tire vers quelque chose que tu veux, enfin vers un rêve en fait. Et je pense que ce rêve, il n'est pas obligatoirement un grandiose. Oui, c'est ça, non mais quand je dis... C'est oui, ça, oui. parce que quand, mais quand je dis pour rêve, les auditeurs. Je me dis, ouais, c'est too much, c'est hyper galvaudé. Ouais, je vois ta tête, ouais. Ah. Mais je crois qu'il y a des rêves très simples. Et pareil, je referais bien un épisode Radio Jab remise au goût du jour. À goût du jour. À goût du jour. Sur un peu les objectifs et parce que... j'ai un peu évolué, je pense, on a un peu évolué là-dessus depuis la dernière fois qu'on a enregistré l'épisode. Et je crois qu'il y a ce truc aussi de le rêve de chaque jour. Enfin, tu vois, il y a ce truc de le oui, c'est chemin, bien, quoi. c'est bien d'avoir un vision board, etc. Mais il y a une nouvelle étude qui est sortie qui a montré que les gens qui faisaient des vision boards n'étaient pas forcément ceux qui accomplissaient le plus leurs rêves justement et qui étaient rendus le plus heureux par ces rêves-là. Donc, des rêves parfois ça peut être juste genre qui j'ai envie d'être au quotidien, est-ce que j'ai bien été cette personne aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais un peu, c'est galvaudé quand je dis rêve, mais c'est plutôt quelque chose qui me tire. Quelque chose qui te tire. Et ça, je pense que c'est indéniable. La compétition, c'est un truc qui te tire vers le haut. Que ça soit contre, mais c'est vrai, c'est contre toi-même, contre l'extérieur. Et il n'y a pas de mal à être contre dans le cadre d'une compétition. Tu vois, je vois aussi... Mais c'est comme, tu remontes sur le ring, tu as envie d'éclater la face de la nana que tu as en face, mais tu sors, tu peux aller boire un verre, en fait. Ouais. Et ça, je trouve que c'est ouf. Moi, j'étais au final des championnats de France, d'Île-de-France de boxe récemment. Et les nanas, tu donnes tout. En fait, tu veux ton titre et tu laisses pas une chance à la personne en face. Mais dès que le gong retentit, boum, elles se prennent dans les bras. Et genre, mais merci de m'avoir donné un tel niveau de compétition. Et je crois que ça, on ne dit pas assez aussi. Moi, j'attends de la compétition des gens contre qui je suis parce que je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça bien d'être contre quelqu'un, comme tu le disais, dans un périmètre qui est celui du jeu. Et en effet, une fois que tu sors du jeu, voilà, rien de personnel, mais si on n'a pas ça, je vois pas comment on progresse. Et je trouve que... de se tirer vers le haut. Parce qu'en fait, du coup, quand t'évites à tout prix la compétition, plus personne se tire vers le haut et on se tire vers nulle part, en fait. Ouais. On essaye de se caresser le dos, mais il se passe pas grand-chose, quoi. Et que de s'encourager, mais tu t'encourages vers quoi ? C'est comme les gens dans ta vie qui sont toujours en train de te caresser dans le sens du poil, en fait, ils t'aident pas. Ouais, ça me parle personnellement. Moi, je suis que en train d'encourager les gens. Tu sais, il y a les styles de leadership et tout, et moi, je suis trop cheerleader. Et parfois, je me dis, il faudrait plus que je... C'est pas vrai que t'es que cheerleader. Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais t'as une dominante de ça. Mais t'es pas toujours en train de dire, c'est génial, c'est bien, t'as raison de faire ça. Ouais, c'est ça que je dis, en fait. Ouais, t'as raison. Quand je dis caresser dans le sens du poil, c'est, ah oui, Ah, mais t'avais raison, fallait pas rappeler. T'avais raison, fallait pas poser cette question. Ah ouais. Non. Ouais, parce que tu veux éviter le conflit, mais en fait, t'évites aussi de résoudre, quoi. Ah ouais, je crois que c'est vrai. Avec quoi on a envie de laisser nos petits auditeurs sur cet épisode ? Moi, je trouvais ça cool, ton point de dire donner de la compétition aux gens. Ouais. Au lieu de se dire, je suis dans la compétition, enfin... Ah ouais. Donner un peu comment tu te donnes un peu de compétition aux gens qui sont autour de toi, mais dans un bon cadre, dans une dynamique de jeu. Ouais. Et en fait... si tu es dans un environnement qui n'est pas du tout compétitif, comment tu peux introduire un petit peu de jeu, un peu de game ? Et ça peut être, je trouve ça intéressant ce truc, comment tu t'inventes des gens à beat, quoi. Peut-être au début... je refais cette prise. Coucou Erwan. Non mais B-E-A-T, hein, genre. Oh, mais... Elle est là, à beat, non ? Je sais pas. Non, ok. J'ai compris vite. Voilà. Vision sonore bilingual, chers auditeurs. Comment tu bifles un peu ? Bifle les gens. T'inventer des gens à beat. Ok, on reprend.
si t'es pas forcément à l'aise dans le concept de direct passer en mode full Michael Jordan, comment est-ce que tu t'inventes des choses ou des personnes à battre? Donc peut-être que c'est avec ton équipe. Nous par exemple, on se tapait un délire ce matin en équipe de faire un hackathon pendant la nuit chez Jab. On s'enferme une nuit. Non mais on s'enferme toute une nuit et à la fin on doit avoir shippé un produit et genre on a 12 heures pour le faire quoi. Ça se trouve c'est une deadline. Ça se trouve c'est quelqu'un de faux. Vous inventez un personnage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça peut être une situation que tu t'inventes d'un ennemi commun. Tu t'inventes tout le temps ça. Ça peut être très drôle. Et en fait, c'est grave marrant, quoi. Donc, comme tu le disais, ça peut vraiment être un jeu et ça peut être un step intermédiaire. Mais mets-toi un peu de challenge, fais-toi des contre-la-montre, contre une personne fictive, réintroduis de la compétition dans ta vie. Et puis, on dit ça parce que, franchement, d'expérience, et encore plus depuis le Covid, la norme est plutôt à n'avoir aucune compétition, quoi. Enfin, c'est... Et je pense que ça va changer, vu le contexte obligatoirement. Vers lequel on s'avance. Donc, sois prêt aussi. Pas être pris au dépourvu, pas le voir comme une mauvaise chose.